parler du programme Mission Monarque. On va parler aussi du monarque, puisqu'il est le sujet du programme. On va parler un peu de sa biologie, de son habitat et de l'asclépiade, qui est une plante indispensable au monarque. Ça va durer la présentation à peu près 20-25 minutes et on aura un 5 minutes de questions après. Si vous avez des questions pendant la présentation, n'hésitez pas à les noter dans le clavardage. On va en discuter après ou à les garder pour plus tard. Donc, c'est quoi le programme Mission Monarque? C'est un programme de sciences participatives, on dit aussi la science citoyenne. Et en fait, c'est un programme où tout le monde, les citoyens, sont invités à prendre des données sur des données scientifiques. En général, quand il s'agit d'études scientifiques, c'est souvent les scientifiques qui vont prendre les données, mais dans le cas de la science participative, c'est aussi les citoyens. Pour vous donner un exemple, iNaturalist, si vous connaissez, c'est aussi un programme de sciences participatives. On a aussi Ethic ou Abeille citoyenne au Québec. Donc, Mission Monarque, c'est donc ça, c'est un programme de sciences participatives dont le but est la protection du papillon monarque. C'est un programme qui existe depuis 2016, donc ça fait déjà 10 ans que ce programme existe. Le but, c'est de documenter les sites de reproduction du papillon monarque. C'est donc là où les œufs sont pondus et là où les chenilles grandissent. C'est le cas au Canada. C'est l'endroit où ils vont se reproduire pendant la saison estivale. C'est également le cas au nord des États-Unis, une partie des États-Unis. Ce qu'on va faire donc, c'est que tout le monde est invité à récolter des données qu'on va pouvoir utiliser pour les rendre disponibles pour la science. Et ça va permettre ultimement de soutenir les mesures de conservation, on espère, à différents niveaux, municipal, provincial, national et, on l'espère, international. Donc, à droite de l'image que vous voyez, c'est une carte qui montre Montréal. Et les points verts, c'est en réalité des endroits où des inventaires ont été réalisés. Donc, c'est vraiment une partie de la carte. Si vous allez sur le site Mission Monarque, vous allez voir la carte qui est disponible dans toute l'Amérique du Nord. Donc, j'avais mentionné, ça fait déjà 10 ans que le programme existe. Donc, on a 10 ans d'accumulation des données. Une des forces d'un programme de sciences participatives, c'est que on a beaucoup de données. Si on a beaucoup de participants, on a beaucoup de données. Ça a une grande valeur scientifique. Il y a des challenges aussi. Par exemple, on a des données pour que le programme soit accessible, les données sont relativement simples. C'est pas très, très complexe, mais parfois, ça suffit pour ce qu'on veut, pour les informations qu'on veut avoir. Donc, pour vous donner des chiffres, depuis 2016, c'est à peu près 8700 personnes qui se sont inscrites sur la plateforme Mission Monarque qui ont participé à récolter des données. C'est 9800 missions, donc des inventaires qui ont été réalisés. 8350 flashs, donc ça c'est des données d'occurrence. C'est par exemple quand on se promène et qu'on voit un monarque, là on va prendre une photo et on va dire on a vu un monarque à tel endroit. Il n'y a pas vraiment d'effort de recherche et d'inventaire qui est réalisé. C'est un peu le même principe sur iNaturalist. Plus de 9000 sites qui ont été visités au Canada, aux États-Unis, au Mexique et aussi à Hawaï. Il y a d'autres zones dans le monde où des inventaires ont été réalisés. Avec une majorité des sites qui ont été faits proches de Montréal. C'est là que le programme a été créé. C'est probablement pour ça. C'est plus de 8000 asclépiades qui ont été inspectées lors des inventaires et 115 000 monarques qui ont été observés. Donc ça vous donne une idée des chiffres qu'on a, parce qu'on a un bon taux de participation. Et la question de recherche à laquelle on veut répondre en partie, c'est on veut savoir où sont les sites de reproduction du monarque sur votre territoire. Sachant que les populations ont diminué de 90% depuis les 20 dernières années et sachant que le monarque est en voie de disparition au Canada. Donc maintenant que vous avez compris c'est quoi le programme Mission Monarque, on va parler un peu plus du monarque. Donc le monarque, qui est un insecte qui est bien connu, c'est un insecte qu'on dit à métamorphose complète. Ça veut dire que chaque stade de sa vie est morphologiquement très distinct. Donc là, on peut voir les 4 différents stades de vie allant de l'œuf à la chenille, à la chrysalide et au papillon. Donc comme vous pouvez voir, c'est très très différent.
Et pour le temps que ça prend pour passer de l'œuf au papillon, c'est à peu près 1 à 1 mois et demi en fonction de la météo. Donc ça va varier en fonction de ça. Euh, Fait intéressant, c'est que la chenille du monarque est spécialiste. Ça veut dire qu'elle se nourrit exclusivement d'une espèce. Dans ce cas-là, c'est l'asclépiade. Donc, elle se nourrit. C'est une plante qui est indispensable puisque la chenille en a besoin. Cette plante, l'asclépiade, sécrète du latex, qui est un liquide blanchâtre qui est toxique parce qu'il est riche en cardénolides. Elle s'en sert normalement comme moyen de défense, sauf que le monarque va déjouer cette défense. Il va accumuler les cardénolides dans ses tissus et devenir toxique à son tour. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a cette couleur orange. C'est une couleur qui informe au prédateur qu'il est toxique. Ah ouais. Le monarque adulte n'est pas spécialiste. Lui, il est généraliste. Donc, ça veut dire qu'il va se nourrir de plusieurs plantes nectarifères. Il ne va pas se spécialiser sur une plante en particulier, comme la chenille. Et donc, il y a une relation particulière qui s'est installée entre l'asclépiade et le monarque, puisque c'est une plante indispensable pour les chenilles du monarque. Et on peut parler presque d'une course aux armements, puisque les deux espèces vont essayer de se défendre, l'asclépiade pour ne pas être mangée par le monarque et le monarque pour manger l'asclépiade. Donc il y a trois mécanismes de défense qui ont été mis en place par l'asclépiade, qui sont les suivants. Les trichomes. Donc les trichomes, c'est une défense physique. Ce sont les poils blancs. Ici, les petits poils blancs qu'on va retrouver sous la feuille de l'asclépiade. Ça va ça va déranger la chenille lorsqu'elle va vouloir manger la feuille. Ensuite, on a le latex qui, au contact de l'air, va durcir et il peut, il peut empêcher la chenille de manger la feuille. Et il y a plusieurs chenilles qui vont même mourir à cause du latex. Elles vont se retrouver piégées dedans. Et puis, troisième défense, c'est les cardénolides, la substance toxique qui tue beaucoup d'insectes. Et à son tour, en réponse à ça, le monarque va mettre en place des stratégies pour faire face aux mécanismes de défense de la slipiade. La première, c'est la tondeuse. Donc, les plus jeunes chenilles vont, avant de s'alimenter, avec leurs mandibules couper les trichomes, les poils sur la slipiade, et ça va leur permettre de mieux se déplacer et d'accéder à la feuille. Ensuite, on a la tranchée. Donc là, pareil, les chenilles des stades, des premiers stades, elles vont couper une zone circulaire, faire une tranchée circulaire. Ça va permettre à la sève de s'écouler. Et comme ça, elles auront une zone safe où elles vont pouvoir se nourrir sans être dérangées par la sève. Et ensuite, on a le bris d'aqueduc. Donc ça, c'est pour les stades plus avancés des chenilles. Elles vont sectionner la feuille à sa base. Donc là, à sa base, la sève va s'écouler et elles vont pouvoir manger la feuille sans être gênées par la sève. Donc voilà pour la relation entre l'asclépiade et le monarque. Maintenant, on va parler de la migration des monarques. Une des raisons pour laquelle le papillon est apprécié, c'est aussi parce qu'il fascine, parce qu'il migre, un peu comme les oiseaux migrateurs. Il va faire une migration au printemps et une migration à l'automne. Donc, les monarques vont se retrouver en hiver au Mexique, dans des forêts de sapins. Et quand il va commencer à faire moins froid dans les plus hautes altitudes, ils vont faire la migration printanière. Donc plusieurs générations vont se succéder pour faire le voyage du Mexique au Canada. Et quand je dis plusieurs générations, c'est qu'on a un papillon qui va partir du Mexique, qui va remonter un peu plus haut. Ensuite, il va pondre ses œufs, l'œuf deviendra chenille qui deviendra papillon, et c'est ce papillon qui est né qui va remonter. Et ça va se succéder en 3 ou 4 générations, jusqu'à arriver au sud-est du Canada. Et ensuite, les papillons restent au sud-est du Canada, au nord des États-Unis, pendant l'été.
Là, il y a plusieurs générations de monarques qui se succèdent et une dernière génération à l'automne va faire la migration automnale. Et fait particulier ici, c'est que la migration automnale se fait en une seule génération. C'est-à-dire que les papillons qui partent du Canada sont ceux qui vont se retrouver au Mexique. Et autre fait intéressant, c'est que ces papillons-là, qui vont faire la migration automnale, vont vivre 8 mois, contrairement aux 1 mois des papillons qui ne font pas la migration. Et une des raisons pour laquelle ils vivent aussi longtemps, c'est parce qu'ils vont économiser leur énergie en retardant la maturation de leurs organes sexuels. Donc c'est une des raisons qui fait qu'ils vont pouvoir faire cette migration. Et donc c'est à peu près 4500 km qu'ils vont parcourir pendant cette migration. Donc c'est vraiment une grande distance parcourue pour des petits insectes et c'est ça aussi qui fascine beaucoup. Donc j'avais parlé de leur aire d'hivernage. Les papillons, en hiver, vont se retrouver dans des forêts de sapins au Mexique. Euh, et c'est ce que vous voyez sur l'image à droite, c'est les forêts. Et en orange, ce ne sont pas des arbres qui sont morts, ce sont simplement des arbres qui sont recouverts par les monarques. Et grâce à ça, grâce au fait qu'ils se retrouvent tous regroupés dans des forêts, on va pouvoir estimer leur nombre. Donc, on ne va pas les compter un à un, ce serait trop long. On fait une estimation. On estime qu'à peu près 1 hectare de forêt occupée, c'est 21 millions d'individus. Et grâce à ça, donc ça, c'est des relevés qu'on a pris depuis 1993, il me semble, je ne vois pas très bien. Mais ce qu'on a remarqué, c'est un déclin. On a un déclin de près de 90% depuis 1996, avec les pires années 2013-2014 et 2023-2024. Donc c'est quand même assez préoccupant. Donc les causes du déclin maintenant, il y en a plusieurs. C'est multifactoriel et c'est difficile de dire exactement laquelle est plus importante, laquelle est prédominante, mais en voici quelques-unes. La première, c'est les coupes forestières au Mexique. Donc historiquement, il y avait des coupes illégales au Mexique dans leur aire de repos. S'il y a moins d'arbres dans leur aire de repos, ça leur confère une moins grande protection face aux intempéries. Donc ça cause une mortalité accrue des monarques dans leur aire de repos. Ensuite, mais ça c'est réglé normalement. Ça ne se fait plus, donc c'est moins un problème maintenant. Ensuite, on a l'intensification des pratiques et changements du paysage agricole, notamment avec l'utilisation des pesticides ou du glyphosate qui va tuer la diversité ou les plantes nectarifères que le monarque adulte utilise pour se nourrir, ou tuer les asclépiades que la chenille utilise pour se nourrir. Donc là, on perd de leur habitat de reproduction. Et puis, on a les changements climatiques. Avec les changements climatiques, on s'attend à une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment les ouragans. Et ça peut être très dommageable pour les monarques, puisque, par exemple, si pendant leur migration printanière, automnale, ils sont face à un ouragan, bah, ça peut causer la mort de plusieurs milliers d'individus de monarques. Donc voilà. Il y a quelques autres causes qui ne sont pas ici, mais par exemple, il y a certaines fois des parasites, notamment à cause de l'élevage qui va appauvrir le pool génétique des monarques. Donc ça va faire qu'on a des populations qui sont moins résistantes aussi aux différents aléas. Donc, comment remédier au déclin des monarques? Eh ben, nous, on vous propose de participer à Mission Monarque, puisqu'en fait, il nous manque des connaissances scientifiques. Grâce aux connaissances scientifiques, on a c'est le premier pas pour avoir des informations sur l'espèce, pour mieux comprendre où agir, où sont les priorités d'action et pour mieux la protéger. Donc, comment participer à Mission Monarque? C'est 3 ou 4 étapes relativement simples. Et je vous invite aussi à aller voir sur le site Mission Monarque si ça vous intéresse. On a une trousse de mission avec des pamphlets, des formulaires de terrain, des documents pour ne pas confondre les espèces à ne pas confondre avec le monarque. Il y en a quelques-unes. Et aussi sur les asclépiades. Donc, la première étape,
pour Mission Monarque, c'est de trouver de l'asclépiade. Il y a plusieurs espèces d'asclépiades au Québec, mais la plus répandue, celle qu'on va le voir le plus souvent, c'est l'asclépiade commune que vous pouvez voir ici. L'asclépiade commune est assez facile à reconnaître. Les feuilles sont larges, en paires opposées, et elles sont poilues en dessous. On va les voir apparaître vers mai-juin, vers la mai-juin. Ensuite, on a les fleurs qui sont roses à pourpre fade. Elles sont nombreuses et elles sont disposées en ombelles. Et elles dégagent une odeur forte et agréable. On va les voir apparaître vers juillet-août. Et puis ensuite, on a les fruits, aussi connus pour ces fruits particuliers et ces graines aux allures plumeuses. Donc ça, les fruits vont apparaître vers septembre-octobre. Une autre façon de vérifier que c'est de la sépia, vous pouvez aussi sectionner une partie de la feuille ou de la tige et vérifier qu'il y a bien du latex qui s'y écoule. Une fois que vous avez trouvé de l'asclépiade, vous allez inspecter les tiges d'asclépiade pour trouver des monarques, principalement des œufs et des chenilles, puisque ce sont les œufs et les chenilles qui sont associés à l'asclépiade. Donc, voici des informations sur les différents stades de vie pour les reconnaître. Donc, l'œuf, on en trouve généralement un par plant. Ils sont blanc jaunâtres, plutôt ovales ou coniques, et il y a des stries longitudinales qu'on peut voir sur l'œuf. C'est pas très gros, ça mesure à peu près 1 mm, donc c'est à peu près la taille d'un grain de riz. C'est pas très gros, mais on les voit bien quand même sur les feuilles. Ensuite, on a la chenille du monarque. Elles sont assez reconnaissables puisqu'elles ont des stries qui sont jaunes, noires et blanches. Et elles ont également des filaments noirs aux extrémités. Mais ça, c'est pour les stades plus avancés. Donc les stades 4 et 5 et je pense le stade 3 aussi. Par contre, les premiers stades, on voit un peu moins les stries et les extrémités ne sont pas encore là. Euh, mais c'est quand même relativement facile à reconnaître. Puis il y a des comportements aussi qui sont associés aux différents stades larvaires. Par exemple, le premier stade, on peut observer la chenille en train de manger la coquille de l'œuf. Le stade de la chenille dure à peu près 7 à 17 jours. Et j'avais dit, on a 5 stades larvaires avec des mues entre chaque stade. Et puis ensuite, on a la chrysalide. Donc, les chrysalides sont pas toujours sur de la sépia. En fait, bien souvent, la chenille va un peu plus loin de là où elle s'alimentait pour faire la chrysalide. Les chrysalides sont très belles. Elles sont vert turquoise avec des points dorés. Et ça va durer à peu près 8 à 15 jours, ce stade-là. Plus tard, dans le processus de la chrysalide, elle va prendre un aspect coloré comme ça, puisqu'on voit de plus en plus le papillon monarque se former. Et puis le papillon, qu'on connaît le plus, ils sont oranges avec des nervures noires et des bordures tachetées blanches sur les côtés. Et puis il y a un dimorphisme sexuel entre le mâle et la femelle. Le mâle a des points noirs et les bandes sont un peu moins larges. Les points noirs sont en fait des androchronies. Ce sont un organe qui émet des phéromones pour attirer les femelles chez les papillons, sauf que chez les monarques, il n'est pas fonctionnel. Donc, c'est une façon quand même assez facile de reconnaître le mâle de la femelle. Et le papillon reste papillon 3 à 5 semaines, comme j'avais dit, 1 à 1 mois et demi, euh, ou 8 mois pour ceux qui font la migration automnale. Et ceux qui font la migration automnale, ils ont une allure légèrement différente, ils ont des plus grandes ailes. Donc, si jamais vous regardez en début de saison, regardez un petit peu la différence entre ceux de fin de saison. Il y a une différence qui est quand même notable. Donc, une fois que vous avez trouvé la slépiade, que vous avez noté vos observations de Monarque, que vous avez noté sur vos formulaires de terrain, vous pouvez aller sur le site Mission Monarque et remplir les informations du terrain sur le portail de données de Mission Monarque. C'est relativement simple à remplir. C'est exactement les mêmes informations que ce qui est sur le formulaire de terrain. Une fois que c'est fait, ben, c'est à nous de jouer. On reçoit vos données, on les révise, on vérifie que ce soit la bonne espèce. Parfois, les monarques sont confondus avec les vice-rois.
par exemple. Donc, on vérifie ça, on vérifie que les photos soient correctes, que la date, voilà, des informations comme ça. Ensuite, on les ajoute à la carte et à notre banque de données de Mission Monarch. Et ensuite, elles sont disponibles à tout le monde. Donc, elles sont disponibles aux scientifiques pour faire des études, par exemple. Et ou pour n'importe qui souhaite avoir les données. Donc ça fait le tour pour le Monarque, Mission Monarque et la Slipiade. Je veux finir avec le Blitz. Le Blitz international de suivi du Monarque, c'est un événement annuel qui a lieu depuis 2016, donc ça fait 10 ans qu'on qu'on gère, enfin qu'on coordonne cet événement. Et en fait, c'est un événement, tout simplement, on invite un maximum de personnes à sortir dehors et à faire des inventaires pour le monarque. Ça peut être avec Mission Monarque au Canada, mais les États-Unis et le Mexique font aussi partie de cet événement. Donc, c'est différents programmes en fonction des pays. Et on fait en sorte d'avoir un maximum de personnes pendant ce moment-là. Ça correspond au moment où il y a le plus de monarques en général. Dans l'horaire de reproduction. Donc cette année, c'est du 31 juillet au 9 août 2026. Donc si jamais vous vous êtes intéressé à faire des inventaires pendant ce moment-là, n'hésitez pas, on vise 10 000 participants de plus que les années précédentes. Donc on a un objectif qui est quand même ambitieux. Voilà, là vous avez le code QR du site Mission Monarch si ça vous intéresse et vous pouvez nous contacter à l'adresse mission-monarch@montréal.ca si vous avez des questions. N'hésitez pas. Voilà. Je pense on a 5 minutes, c'est parfait. Je pense qu'on peut y aller avec les questions. Excellent, merci beaucoup, Julia. Il y a également là, Xavier qui voulait vous partager, qui va partager dans le chat, dans le fond, un lien là, pour un sondage d'appréciation du webinaire. Donc, n'hésitez pas à aller le remplir, là, vos commentaires sont appréciés. Donc, là, il y avait une question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main ou l'écrire dans le chat. Il y avait déjà une question là, qui avait été écrite. Donc, est-ce que la scipiade est toxique pour les chiens et les chats? C'est une très bonne question. Je ne sais pas, à vrai dire. Je n'ai pas entendu parler de ça auparavant, mais je vous avoue que moi, mon expertise, c'est plutôt les monarques, donc la Cyclade et leur toxicité. J'ai quelques informations sur la Cyclade, comment les planter, mais c'est une information qu'il faudrait que je vérifie. Merci. Il y avait. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Bon, je tiens à remercier Julien pour l'exposé. C'est très bien résumé et très intéressant. En fait, ma question, je voulais savoir, parce que j'ai raté le début, est-ce que c'est une espèce qui est protégée? Oui, tout à fait. Elle est en voie de disparition au Canada. En fait, son statut a changé en décembre 2023, si je ne me trompe pas, donc ça fait déjà quelques années. Et donc, grâce à ce changement de statut, il y a plusieurs protections. On ne peut pas, par exemple, chasser le monarque, on ne peut pas le capturer. Il y a plusieurs restrictions liées à ça. Très bien. Et pourtant, c'est une espèce toxique, c'est ça? En fait, elle n'est pas toxique pour nous, elle est toxique pour ses prédateurs. C'est une façon de protection contre les prédateurs. Très bien, d'accord. Exactement. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. Merci. Merci à vous. Et il y avait Madame Fortin aussi qui avait une question. Oh, on ne vous entend pas, votre micro est éteint. Je vais désactiver le... Désolée. Je voulais juste savoir, est-ce que vous connaissez la fonction des petits points dorés sur les chrysalides? Non, je ne sais pas. Je pense que c'est... Il faudrait confirmer, mais je pense que c'est lié plutôt à... Ben, en fait, ça doit être... Parce que la chrysalide en elle-même, c'est le stade de vie. Donc, c'est pas une protection, c'est vraiment le monarque en lui-même. Et je me demande si c'est pas une partie de leur... Ouais, mais est-ce que ça correspond à une structure? Parce qu'il y a certaines structures qu'on est capable de Mhm. reconnaître. Tu sais, on peut savoir le sexe en regardant la chrysalide, etc. Mais
est-ce que ça correspond à quelque chose de connu, les points dorés? C'est ça, je me demandais si ça correspondait à une structure en particulier ou... Pas à ma connaissance, mais c'est peut-être une information qui pourrait être confirmée aussi. Ouais, j'aimerais Ça se bien. peut. Je l'ai cherché, Ouais. mais j'ai jamais trouvé la réponse, je me demandais. Je vais le noter. Si je pourrais demander à mes collègues aussi si c'est une information que je pourrais essayer D'accord. de retrouver. Merci beaucoup. Plaisir. Merci. Il y avait aussi quelques autres questions dans le chat. Donc, est-ce qu'il y a des manières d'attirer les papillons monarques? Oui, il y a des plantes que les monarques aiment beaucoup. Si je pourrais vous envoyer les liens, il y a des articles que Espace pour la Vie a écrit. Si vous créez un oasis, un espace qui est propice pour le monarque, ça va les attirer. Il y a des plantes qu'ils préfèrent. On a une liste de 10 plantes qu'ils préfèrent dans nos infolettres et dans nos blogs. Et sinon, ils préfèrent les zones à l'ombre, puis calmes aussi. Donc zone calme, à l'ombre, et il y a des plantes qu'ils préfèrent. C'est une façon pour les attirer. Je pense qu'on pourra vous envoyer les liens vers ces articles. Parfait. On pourra faire effectivement un envoi à la suite du webinaire. Il y avait d'autres questions aussi. Qui plante à Montréal les asclépiades? Est-ce que c'est la ville, des particuliers? Si on en plante, est-ce qu'on doit le déclarer à la ville? Euh, il y a plusieurs endroits qui vendent des plants d'asclépiades. Non, C'est qui plante des. les Est-ce que la plantes. ville. Oui, qui plante? Eh ben, l'asclépiade, on en trouve souvent en bordure. Il y a certaines personnes qui les comparent à des espèces envahissantes parce que elles vont c'est assez simple. En fait, c'est assez facile d'en retrouver. Euh, Parfois, c'est même pas planté par la ville, je pense. Dans beaucoup de cas, elles vont se retrouver là parce que c'est des plantes qui se dispersent très bien. Euh, Probablement que dans certains cas, oui. Certains cas, c'est la ville. Certains cas, on va les retrouver naturellement là. Euh, je sais que, euh, je sais que parfois, quand les gens plantent dans leur jardin, elles vont s'étendre dans une bonne partie du jardin. Et on a des recommandations pour ça d'ailleurs. Donc, ça doit varier. Puis, il n'y a pas besoin de déclarer là, à la ville quand on plante des asclépiades. OK. Mais j'ai vu qu'il y avait quelqu'un là, qui avait fait une recherche, dans le fond, pourquoi les monarques ont-elles des points d'or. Mais c'est ça, dans le fond, dans le courriel, possiblement, c'est ça, dans le courriel qu'on va envoyer, le suivi, là, qu'on va envoyer les informations pour comment attirer les monarques. Si Julia a une réponse de ses collègues, là, on pourra la joindre également. Petit rappel Parfait. pour ceux qui ne l'auraient pas fait encore, s'il vous plaît, de répondre au court questionnaire. Ça serait vraiment apprécié. Puis nous, ça nous permettrait de refaire des activités comme ça, puis aussi des améliorer pour satisfaire beaucoup plus les demandes que vous auriez par rapport à ça. Oui, c'est pas très long, hein. Je pense que c'est comme 3-4 C'est questions. 6 questions. OK. Parfait. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions à ce moment-là, je voudrais vous remercier à nouveau là, de votre intérêt d'avoir participé au webinaire. Donc, on va rendre l'enregistrement disponible. On va également là, faire un suivi sur certaines questions parmi les participants. Euh, et puis voilà, ben, merci encore pour votre présence ce soir et puis je vous souhaite une très belle soirée. Merci, au revoir. Merci à vous aussi. Merci. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Bye.
je pouvais me